Bien, bonjour, rebonjour à toutes et tous. Monsieur Mettling, bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans le cadre de cette audition pour notre mission d'information sur le thème de l'ubérisation de la société, quel impact des plateformes numériques sur les métiers et l'emploi. Je crois que vous avez été chargé par le ministère du Travail de coordonner une mission sur l'emploi des travailleurs des plateformes numériques. Donc, vous êtes la première personne que notre rapporteur a souhaité auditionner. Et je vous laisse la parole, ou je ne sais pas s'il veut intervenir un instant, peut-être vous poser des questions. Ou... Voilà. Chers collègues. Est-ce que peut-être, Monsieur Mettling, et je dis ça, c'est ma collègue Martine Berthet de Savoie et moi, sénateur du Val-de-Marne, c'est notre première expérience comme Martine Berthet comme présidente et moi comme rapporteur. Je me disais peut-être, comme nos auditions sont publiques, présentez-vous. Peut-être la présentation était très bien faite, mais la vôtre sera encore plus parfaite. Présentez-vous, puis après, si ça vous va, je vais vous questionner sur l'objet de la mission. Allez-y, monsieur. De l'autre côté, pardonnez-moi. Bien. Écoutez, merci d'abord de votre accueil. Je suis très honoré de cette invitation dans le cadre de vos travaux que je crois sincèrement importants. Alors, celui que vous avez choisi d'interroger, j'aime bien me définir comme un praticien du dialogue social et pas comme quelqu'un qui aurait évidemment étudié d'un point de vue macroéconomique, d'un point de vue le sujet. Voilà, celui que vous invitez, c'est quelqu'un qui observe ce phénomène d'impact du numérique sur le travail. J'aime bien l'introduire de cette façon-là. Et je l'observe depuis quelques années, à la fois comme quand l'occasion, j'allais dire, de la mission que j'avais conduite il y a déjà 5 ans maintenant. C'est François Rebsamen qui m'avait demandé de conduire la première réflexion au niveau national, parce que j'avais été le voir en lui disant « Monsieur le ministre, c'est un peu un paradoxe ». Et trop souvent, l'observateur, parce que j'ai été dans une vie professionnelle serviteur de l'État avant de donner un parcours plus privé à mon parcours professionnel, et j'avais très, très souvent frappé du fait que quand des grandes transformations sont à l'œuvre, trop souvent l'État a un temps de retard, notamment en matière sociale. Et donc, je l'avais à l'époque été voir François Rebsamen en lui disant « mais j'aimerais bien pouvoir conduire et coordonner la première réflexion où on croiserait le point de vue des partenaires sociaux, du MEDEF à la CGT, pour résumer, au niveau national, j'entends, avec les experts du numérique, pour qu'on puisse voir si il y a 5 ans maintenant, se dégage un certain nombre de tendances. » Et ce travail, alors même que je l'avais remis à Myriam El Khomri, ce travail avait été conclu de manière consensuelle. Et si vous vous rappelez le contexte, ce n'était pas évident, au moment des lois dites El Khomri, de faire converger du MEDEF à la CGT sur une transformation du travail. Et c'était tout simplement autour d'une méthode que l'on avait définie dans cette commission. Encore une fois, le rapport porte mon nom, mais la réalité, c'est que c'est un travail collectif. Et si on y avait réussi, c'est que, d'une part, on sentait bien que les partenaires sociaux confrontés à cette transformation numérique avaient le souci de construire ensemble un certain nombre d'équilibres, et pas forcément de partir, s'agissant d'une page nouvelle, de la projection des analyses que les uns et les autres pouvaient avoir sur les équilibres économiques, donc la volonté de définir un nouvel équilibre. Et d'autre part, de cet équilibre était née une espèce de posture que je crois toujours pertinente, qui consiste à dire, face à l'impact du numérique sur le travail, face à la question qui nous est posée aujourd'hui, il faut pointer avec la même exigence les formidables opportunités que comporte cette transformation, mais aussi les risques tout aussi importants dont elle est porteuse et qu'il faut pointer avec la même exigence. Et c'est cet équilibre, cet état d'esprit qui avait permis, encore une fois, de conclure de manière consensuelle dans un moment difficile. Et je me permets de rappeler, parce que, encore une fois, c'est un travail collectif qui avait été extrêmement pertinent et qui se situe aujourd'hui dans une nouvelle étape. Mais à l'époque, par exemple, on avait pointé la nécessité du droit à la déconnexion. Et ce droit à la déconnexion avait été repris dans la loi El Khomri dans la foulée de ces travaux. Je donne cet élément-là parce qu'on pointait déjà, s'agissant du télétravail, de la transformation du travail, un certain nombre d'exigences. Alors, je fais ce détour parce que, évidemment, de cette vie professionnelle qui voyait le DRH, que j'étais croisé, en tout cas, l'observateur, en tout cas, l'animateur de débats sociaux, croisé un petit peu cette réalité dans la transformation numérique. J'ai poursuivi, évidemment, en tant que DRH d'Orange. Je me permets de rappeler pour me présenter que j'ai été le DRH de la crise sociale d'Orange. Et c'est vrai que ça a été un moment important que d'apaiser cette entreprise qui est un des grands acteurs du numérique. Et je me permets de rappeler également que c'est le premier employeur du numérique en France. On a tendance à projeter uniquement dans l'univers de la nouvelle économie, mais il y a aussi, évidemment,
en France, des acteurs industriels importants qui sont confrontés à cette transformation numérique. Et enfin, plus récemment, encore une fois, j'ai créé une structure qui est dédiée justement à l'accompagnement de cette transformation. Et c'est dans ce cadre-là que la ministre du Travail m'a bien voulu demander de coordonner, là encore, dans une démarche collégiale, une task force, sur justement comment répondre à ce formidable défi. Et c'est ma manière d'introduire le sujet, si vous voulez bien, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, c'est de dire à la fois, on voit bien que ces plateformes ont permis l'accès à l'emploi d'environ, le chiffre est à débattre, l'accès à une activité d'environ 100 000 personnes en France, et ce n'est pas négligeable, s'agissant de personnes qui, pour des raisons diverses, mais étaient en réalité souvent exclues du marché du travail. Donc ça, c'est l'aspect opportunité. Et en même temps, s'agissant de ces livreurs, s'agissant de chauffeurs VTC, en particulier des livreurs, ils sont victimes d'un déficit de droits et de protection que je qualifie de tout aussi inacceptable dans un système social européen et dans un système social comme le nôtre. Donc là encore, on voit bien cette dialectique, si je peux me permettre, qui consiste à dire comment garder la dynamique dont cette nouvelle économie peut être porteuse dans un certain nombre de cas, et en même temps pointer avec la même exigence ce déficit de droits. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a fait ce travail qui a consisté, en s'appuyant sur toute une série de rapports qui avaient déjà été faits, dans le rapport Foin, de grande qualité, je me permets de le dire, parce qu'on a pu conclure très vite et faire un tour de piste et écrire ce projet d'ordonnance pour le gouvernement de manière rapide, parce que précisément on s'est appuyé sur toute une série d'expertises qu'il y avait en amont. Mais quand on regarde un petit peu ce que la concertation a permis de définir, c'est un petit peu ça. C'est de dire, on est arrivé, et cette ordonnance est dans une logique consistant à dire, il y a le débat sur le statut, salarié ou pas, je y reviendrai si vous le souhaitez, j'ai ma conviction personnelle, mais en tout cas, la feuille de route qui était la nôtre et celle de cette mission consistait à dire, est-ce que nonobstant la problématique du débat sur le statut de salarié ou pas, on peut, dans le cadre de la négociation collective, progresser rapidement sur les droits et les protections de ces travailleurs des plateformes, de manière à répondre à une situation assez inacceptable, parce que je le dis avec la même conviction quand c'est sur l'opportunité, quand on regarde les problématiques de temps de repos, quand on regarde les problématiques de revenu minimum, quand on regarde les revenus de transparence quant à l'accès à l'information les concernant, on voit bien qu'on est de fait dans une logique, j'allais dire, qui n'est pas respectueuse d'un certain nombre de droits sociaux fondamentaux au niveau européen et qu'on peut qualifier comme tel. Donc, on a fait cette concertation. Je propose de ne pas être forcément beaucoup plus long dans ce qui était une introduction, mais la fougue qui est la mienne m'a conduit à aller un petit peu plus loin qu'une introduction. Pour vous dire que la conviction qui est la mienne aujourd'hui, c'est qu'il y a bien sûr ce débat, et encore une fois, c'est un débat important. Chacun y a ses convictions, mais en tout cas, en ce qui concerne la task force, vous avez pu observer qu'on a sorti ce projet d'ordonnance sur les conditions dans lesquelles, pour pouvoir avoir un dialogue social, il faut déjà désigner des représentants légitimes, qui n'existent pas aujourd'hui, et que ce processus-là, et cette ordonnance-là, dans un secteur qui est très sensible socialement, je crois qu'on peut aussi le dire, vous avez pu observer que cette ordonnance a été prise, a été publiée sans susciter de protestations sociales particulières. C'est parce qu'en amont, encore une fois, il y avait une concertation assez large et on a essayé de définir des équilibres, y compris quant à la responsabilité de l'État dans l'émergence de ce dialogue social, s'agissant de nouvelles modalités de structuration d'un dialogue social, la responsabilité qui était la sienne pour accompagner, j'allais dire, l'émergence de ce dialogue social, qui doit être beaucoup plus équilibré que ne le sont les choses aujourd'hui. C'est un des enjeux. Donc on pourra revenir de manière plus détaillée, mais le fond du message aujourd'hui, c'est de dire que ce débat légitime sur l'accès au statut de salarié ou pas n'occulte pas l'autre question très importante sur comment aller vite vers des droits et des protections de ces travailleurs, qu'ils optent pour le statut de salarié ou pas, ou que le juge requalifie ou pas. Encore une fois, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Mais en tout cas, dans ce qui est sans doute aujourd'hui le plus grand déficit en termes social, de modèle social de notre pays, il faut aller vite, permettre à une négociation de s'enclencher, à des droits nouveaux d'être octroyés, dans le cadre d'un vrai dialogue social qui suppose évidemment un minimum d'équilibre dans la négociation entre les parties, ce qui passait, première étape, par la désignation de représentants légitimes pour représenter les intérêts citoyens. C'est tout le processus que vous connaissez de l'ordonnance des élections. Voilà, j'étais un petit peu long dans mon introduction, pardonnez-moi, mais c'était pour que nous soyons rapidement dans le cœur des échanges. Très bien, je vous remercie. Chers collègues rapporteurs, est-ce que vous avez des questions? Oui, Madame la Présidente. Et ensuite, nous passerons la parole à nos collègues qui suivent cette audition avec nous. À vous l'honneur. Oui, merci, M. Mettling. Présentation fougueuse, mais
à périmètre large. Hein. Je voudrais vous dire que cette mission, son intitulé est notre travail d'investigation. Donc, les questions que je vais me permettre de vous poser, et puis éventuellement celles d'autres collègues, va toucher d'abord qu'est-ce qu'on appelle l'ubérisation de la société. Et on demandera ça, je vous le dis, c'est une question qui va traverser d'autres auditions, des tables rondes. Voilà, on a besoin d'explorer cette question-là. On ne peut pas seulement la traiter de manière par trop générale ou globale. Et l'autre aspect, c'est l'impact des plateformes de travail, donc certes à la fois et numérique et de travail, c'est-à-dire que les deux cohabitent. Et nous y reviendrons sur les métiers et l'emploi, puisque j'écoutais votre présentation avec beaucoup d'attention. Vous avez bien formulé les choses. Il faut nous dire qu'est-ce qui relève de l'activité ou qu'est-ce qui relève de l'emploi. Et vous savez bien que ces deux termes n'ont pas la même signification. Donc, sur ce que vous avez appelé l'opportunité dans l'accès. Et en même temps, vous avez souhaité mettre en avant le fait qu'il y ait un dialogue social et une protection sociale de bonne tenue. Je demanderai à mes collègues de ne pas commenter l'aspect ordonnance. Parce que nous sommes dans une phase de l'exécutif national que nous venons de vivre, M. Mettling, où il y a eu tellement d'ordonnances que des fois, le Parlement s'est senti, j'irais dire, lui, pas tout à fait bien placé de ce point de vue-là. Mais je vous demande qu'on ne mette pas ça dans le débat, pas parce que ça ne m'intéresse pas, mais parce que je pense que ce n'est pas le sujet. Voilà. Mais comme vous y avez fait état, alors, dans mes questions, une vient tout de suite là, aidez-nous à voir quels sont les principaux secteurs d'activité économique concernés. Tout le monde le sait ici, il y a les livreurs, les chauffeurs, mais je crois que tout le monde a compris qu'il y avait d'autres secteurs de l'activité économique qui sont concernés. Donc, essayez de nous éclairer de par votre expérience. Pourquoi je dis ça? Parce que l'ordonnance que vous avez citée n'a touché que 2 secteurs. Absolument. Et donc là, pourquoi? Pourquoi ce vide? Pourquoi cette absence? Pourquoi voilà, ça nous intéresse. Troisième chose, dans quelle mesure des secteurs économiques ubérisés sont marqués par ce qu'on appelle la polarisation entre travail à forte et à faible valeur ajoutée? Ça intéresse autant les travailleurs d'ailleurs que aussi notre tissu artisanal, commerçant, TPE. C'est une question qui revient souvent chez nos concitoyens étant eux en exercice de responsabilité sociale d'entrepreneurs. Sur les conséquences de l'ubérisation, j'ai pu prendre connaissance et apprécier les éléments que vous avez listés dans votre rapport de 2015 relatif à la transformation numérique et à la vie au travail. Le lieu de travail, quelles conséquences ça a, le temps de travail, la rémunération. Chacun met la hiérarchie qu'il veut, mais c'est des questions quand même très terre à terre, mais posées. La fonction managériale et le rapport à la hiérarchie. Alors là, je vais sûrement apprendre beaucoup de choses. Sur la qualité de vie et la santé au travail, je donne un petit écart. Vous le savez tous, en Belgique, par exemple, c'est un des pays où il y a eu des allers-retours entre salariat, pas salariat, salariat, pas salariat, pour une raison très simple. C'est l'aspect d'accidentologie des livreurs. C'est ça qui a fait bouger la question du statut. Vous voyez, par exemple. Bon, donc c'est un élément sûrement que nos amis ont regardé. Nous, il faut aussi qu'on regarde ça. Les mobilités des reconversions professionnelles. Et donc, quelles nouvelles évolutions législatives ou réglementaires, les deux, hein, parce qu'il faut s'autoriser à tout ici, vous paraissent prioritaires en termes de droit du travail et aussi au droit à la sécurité sociale, question que vous avez évoquée. Sur les enjeux de la négociation collective, vous avez évoqué, moi j'avais été auditionné par la mission Froin, elle a eu 2 évolutions, hein, vous me dites si je me trompe et vous pouvez me couper, ça ne me gênera pas. Il y a eu à un moment la question du dialogue social qui a été posée, après est venue la question du statut, après on est revenu au dialogue social, ce qui pour M. Froin n'était pas simple parce que ce n'est pas toujours facile quand le périmètre de la mission interministérielle évolue. Mais si j'ai bien compris, voilà où on en est de ce point de vue-là, selon vos travaux d'investigation. Je crois que j'ai évoqué aussi, donc c'est cette question qui est lancinante, je l'ai évoquée dans le rapport d'introduction de la mission que j'ai ouvert tout à l'heure. Vraiment, il faut qu'on regarde quels sont les métiers, les secteurs concernés, autres que les livreurs et les chauffeurs. Et puis, si vous pouviez, et on va le demander aussi à d'autres, essayer d'avoir un travail d'anticipation. C'est-à-dire que l'élu que je suis, j'ai regardé les offres à Pôle emploi et j'ai vu que les 10 premières non couvertes étaient souvent des offres non qualifiées, mais qui restaient non couvertes. Donc, c'est un vrai sujet quand même, parce que elles suscitent, elles évoquent un besoin,
et un besoin d'activité, des fois un besoin de profession qui ne sont pas couvertes, alors qu'on a un taux de chômage assez important. Donc, je pense que ça, c'est un questionnement qui peut intéresser ceux qui nous écoutent et l'ensemble des sénatrices et sénateurs. Une autre question, je m'excuse de toutes ces questions, mais bon, certaines se recoupent et puis vous les traiterez avec votre expérience. Question qu'on peut se poser, les organisations syndicales dites traditionnelles, où en sont-elles sur ce secteur sur ces secteurs d'économie touchés par l'ubérisation? Je vous avoue, je pense qu'on a peu de références de ce point de vue-là. Il y a des actions, je les ai vues, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pensez qu'il y a des évolutions législatives supplémentaires sur la question du dialogue social? J'ai lu l'ordonnance sur la question de la représentation nationale. Est-ce qu'on sur les bonnes échéances? Est-ce que j'aime pas dire ça, mais est-ce que le public concerné adhère totalement à ce cheminement de représentation nationale? Vraie question, franchement, pour en avoir rencontré pas assez, mais pas mal de ces livreurs, de ces chauffeurs, je vois que la question n'est pas si simple que ça, de ce point de vue-là. Comment vous voyez les évolutions de la Commission européenne? Où là, je l'évoquais tout à l'heure, on voit bien qu'il y a, je le dis, il y a eu des luttes, il y a eu des mobilisations quand même assez fortes. Il y a eu des actes juridiques qui ont pesé. Je pense en Espagne, je pense en Angleterre, voilà, dans plusieurs pays européens, en Italie aussi, qui ont un peu bousculé un peu la donne au niveau européen. Donc, qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce point de vue-là, à cette échelle-là, sur le droit de la représentation collective des travailleurs? Et puis, alors, sujet, il n'y en a pas, c'est le dernier, excusez-moi de cette liste un peu à la Prévert, mais alors là, c'est un vrai sujet aussi, c'est la question de la place et du rôle de l'algorithme dans le management. Ah ouais. Et là, ça nous interroge tous. Tout à l'heure, je disais, un de nos collègues il nous parlait y compris l'ubérisation dans la fonction de l'État, c'était au collègue Chaise. On le vit avec Parcoursup, par exemple, pour être très concret, à ceux qui nous écoutent. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez là de cette entrée que pour ma part, je pense qu'il faut réguler. Mais c'est une prise de parti, mais je pense qu'il faut la réguler. Il ne faut pas seulement demander qu'elle soit transparente. Il faut voir comment on la régule, parce qu'elle est complètement l'outil de subordination. Vous voyez, ce n'est pas une mise en relation entre… c'est un outil de subordination. J'ai fini, Madame la Présidente. Chers collègues, on va peut-être laisser Monsieur Mettling répondre. On continuera par d'autres questions ensuite. C'est vrai que le champ est très large, effectivement. Nous avons un temps limité pour réaliser cette mission d'information, puisque nous devons, fin septembre, avoir terminé ce rapport. Le sujet, effectivement, d'ubérisation de l'État dont vient de parler notre rapporteur est un sujet très large et qui méritera très certainement d'être traité lui-même à part entière. Je ne suis pas certaine que nous ayons le temps de le traiter dans le cadre de cette mission, tant les sujets sont larges et tant celui-ci particulièrement. Voilà, donc je vous laisse répondre, si vous voulez bien, à ces premières questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, elles sont très riches, elles sont le cœur du sujet et je vais donc essayer d'apporter quelques éléments et encore une fois, votre réflexion permettra d'éclairer, mais sachez que la difficulté que l'on a, c'est qu'on est un sujet en cours de construction. Et que par exemple, dans le cas de la mission, quand on projetait simplement le nombre de plateformes qu'il fallait anticiper, le nombre de travailleurs de ces plateformes susceptibles de voter, ce sujet-là, d'une semaine à l'autre, est susceptible d'évolution extrêmement importante. Je le dis parce que la grande difficulté, y compris du monde de la représentation nationale, à travers le cadre législatif et réglementaire, c'est que ça évolue tellement rapidement que j'allais dire la capacité à suivre en termes d'encadrement législatif et réglementaire, cette activité est déjà en soi un énorme défi. Vous avez fait allusion aux algorithmes, c'est bien évident que le croisement entre ces algorithmes, leur puissance et les principes auxquels on est tous attachés, s'agissant par exemple du droit social, mais pas seulement du droit à la protection des données ou autres éléments, tout ça évidemment est un sujet redoutable et périlleux et pourtant il nous faut l'adresser. Alors si je survole un petit peu quelques éléments, quand on me demande de résumer l'impact de la transformation numérique sur la situation des salariés en général, j'ai coutume de rappeler, encore une fois dans cette vision pratico-pratique que j'essaye d'amener à ces échanges, qu'un contrat de travail comporte 4 mentions obligatoires. C'est-à-dire ce qui est au cœur de la relation entre un salarié et l'entreprise,
la première chose qu'il fait quand il arrive dans une entreprise ou qu'un jeune accède à salarié, il signe un contrat de travail. Et vous avez 4 mentions obligatoires. Vous avez la rémunération, vous avez la référence au temps de travail, vous avez le lieu de travail et vous avez sous l'autorité de qui vous travaillerez, monsieur Untel. Quand je regarde l'impact du numérique, vous apercevez que 3 de ces 4 mentions sont complètement bouleversées par ces nouvelles façons de travailler. La rémunération en tant que telle n'est pas directement modifiée, même si ça a des conséquences, mais on voit bien que dans les modes projet, les modes agiles qui caractérisent les nouvelles façons de travailler en entreprise, la référence à un chef précis n'est plus pertinente. On voit bien que le lieu déterminé devient un concept de plus en plus, j'allais dire, consacré par la crise qu'on a vécue et le télétravail de plus en plus pertinent. Et puis, la référence à un temps de travail, et c'est un sujet, permettez à l'ancien DRH de le dire, extrêmement sensible en entreprise. Les équilibres de temps de travail sont évidemment profondément bouleversés. Je le dis parce que le sujet que l'on traite est important, mais s'inscrit plus globalement, je crois qu'il faut le dire, dans la transformation numérique du travail et emporte, y compris pour les salariés et y compris pour les fonctionnaires, des conséquences extrêmement importantes. Et là encore, pointons les opportunités qu'il y a avec les risques, avec la même exigence. Le deuxième élément, évidemment, sur pourquoi se concentrer dans le projet de texte, je puis dire d'ordonnance, pour ne pas susciter de débat auquel je n'aurai une contribution que très modeste. Pourquoi dans ce projet de texte se concentrer sur les livreurs et les VTC et pas sur les autres? Je crois qu'il y a 2 réalités derrière, 2 faits derrière qui sont très importants. Le premier élément, c'est qu'on est sans doute, en termes de déficit de protection, quand on voit la situation en particulier des livreurs, sur ce qu'il y a pu y avoir de plus grave dans une fiction d'indépendance, j'allais dire, des travailleurs, est une situation de dépendance économique absolument considérable et une situation sociale assez inacceptable. Et moi, je trouve sain de commencer à s'attaquer, pour un sujet qui concerne l'établissement de droit, par les situations qui heurtent le plus, je crois, notre conscience collective par rapport à l'attachement à un système social et de protection sociale, système social européen, je le qualifie même d'européen, et de droits qui y sont attachés, auxquels, je crois, on accorde tous une grande importance. Et donc, commencer par la situation la plus dégradée ou la plus problématique est sans doute une façon pertinente d'adresser le sujet. Mais je vois une deuxième raison qui est peut-être encore plus importante dans les équilibres que vous avez définis dans vos questions, monsieur le rapporteur, et qui est que, incontestablement, les VTC et les livreurs, on a vu la nouvelle économie dite numérique, technologique, les plateformes numériques, développer des marchés qui n'existaient pas. Autrement dit, l'impact, je reviendrai sur les taxis dans un instant si vous voulez bien, mais l'impact par rapport à une économie traditionnelle préexistante et caractérisée par le statut de salarié est assez limité. Personne ne peut contester que les livreurs en ville a été développé par l'arrivée de ces plateformes et de ces outils-là, et que le VTC est venu compléter une offre, on va dire, de taxi artisanal, mais qui, comment dirais-je, si je suis mesuré dans mon propos, je me dois l'être aujourd'hui, avait grand besoin d'un peu de renouveau pour assurer le service. Et on voit bien que derrière ces plateformes VTC, l'offre des taxis s'est d'ailleurs modernisée, adaptée, et on est sorti d'une situation qui, par beaucoup d'aspects, faisait déqualifier notre pays quant à la condition d'accueil et de mobilité en zone urbaine. Donc on voit bien qu'on est sur 2 secteurs qui ne venaient pas de front affronter la nouvelle économie. Et là où je vous rejoins, c'est que développer sur ces domaines-là les nouveaux équilibres, les nouveaux droits, ne pas faire forcément du statut de salarié la condition sine qua non du développement d'un certain nombre de droits est sans doute pertinent, mais qu'à l'inverse, et je le dis en tant que responsable de la task force, les concertations que j'ai menées, les écoutes que j'ai pu faire me font penser que passer les conditions de la négociation collective et des nouveaux droits sur ces 2 secteurs-là à l'ensemble des aides de service à la personne ou des aides aux entreprises et généraliser cette pratique-là comporterait, de mon point de vue, des risques bien plus importants parce que c'est vrai que quand on va être sur l'intérim, quand on parle de service à la personne, quand on parle de service à l'entreprise, quand on va être sur l'intérim, quand on va être sur d'autres domaines, on vient déstabiliser, je le dis tranquillement, dans des conditions économiques qui ne sont pas, comment dirais-je, d'un point de vue de la concurrence comparable, des secteurs préexistants qui emploient des milliers de salariés. Et donc, moi, je suis de ceux qui disent c'était pertinent de commencer par ces 2 secteurs pour les raisons que j'ai évoquées, mais soyons prudents à ne pas généraliser au nom des progrès qu'on va sans doute réaliser dans ces 2 secteurs, moyennant un certain nombre de conditions, en se disant tout de suite, les conditions sont remplies pour une généralisation, j'allais dire, de ce mode d'organisation sur les secteurs des services à la personne et des services aux entreprises qui sont les nouveaux enjeux, j'allais dire, de développement de ces services numériques. Alors, voilà pourquoi c'était une réponse à la question sur pourquoi ces 2 secteurs par rapport aux autres, parce que d'abord, il y avait un déficit de droit qui justifiait d'agir rapidement dans ce domaine-là, mais je crois que la deuxième raison, c'est qu'on s'est attaqué à 2 secteurs qui étaient quand même assez nouveaux et qui n'ont pas, j'allais dire, frontalement bouleversé, comme ça peut être le cas sur l'intérim,
des secteurs, j'allais dire, à emploi peu qualifié et à valeur ajoutée limitée, mais qui sont extrêmement sensibles en volume d'emploi et en activité qu'ils peuvent représenter. Donc, je crois que le prochain débat, c'est, j'allais dire, à travers l'intérim notamment, hein, mais en particulier les services à la personne, les services aux entreprises. Sur ce point, je voudrais quitter, entre guillemets, les mandats officiels qui m'ont été confiés sur ces sujets pour vous faire part des convictions du citoyen que je suis, de l'homme qui a eu un certain nombre d'engagements dans sa vie professionnelle, vous avez compris que, voilà, et d'observateur du dialogue social. Je considère que deux éléments que je voulais partager qui sont pas assez souvent rappelés et qui figuraient dans le rapport que j'ai remis au ministre il y a 5 ans. Ce qui est inconcevable et qui est le vrai problème et un préalable, de mon point de vue, à l'extension de ce mode d'organisation à d'autres secteurs, c'est l'absence de contribution financière, j'emploie des termes à dessein, au financement de notre système de protection sociale, de santé, etc. Pour moi, on ne peut pas se féliciter d'avoir ce niveau de droit de protection dans nos pays, qu'il s'agisse de santé, qu'il s'agisse de chômage, qu'il s'agisse de droit de la famille, etc. Et donc un niveau de contribution économique apportée par les acteurs, et en particulier par les entreprises. On ne peut pas se féliciter de l'existence de systèmes dont bénéficient d'ailleurs, soit dit en passant, un certain nombre de travailleurs indépendants, et ne pas poser la question de la contribution des plateformes au financement de ce secteur. Je pense que le jour où, et je ne me fais pas que des amis en disant ça, mais je l'assume, le jour où on a défini des modalités de cotisation, de contribution, appelons-les comme ça, parce que cotisation renvoie à un système, le jour où on a défini des modalités de contribution au financement de ce système-là, par ces acteurs économiques qui emploient de plus en plus de travailleurs, on aura sans doute pu progresser, y compris dans la perception d'une concurrence déloyale, qu'à juste titre, un certain nombre des acteurs peuvent évoquer quand on parle d'étendre ce système-là à d'autres domaines. Et donc, j'ai une conviction que j'avais il y a 5 ans, que je continue à porter. Et dans la concertation récente, on a bien vu que les représentants des entreprises, au sens MEDEF du terme, au sens de représentants des petites et moyennes entreprises, au sens de représentants des professions libérales, que ces associations, ces organisations professionnelles étaient sans doute encore plus virulentes quant au risque d'une extension que les organisations syndicales traditionnelles. Donc, je le dis ici, pour moi, il y a un enjeu. Alors, cet enjeu, évidemment, il se heurtait aussi à du droit européen. Donc, vous voyez, je survole un petit peu vos questions, mais tout ça est un enchaînement dont il faut bien voir la cohérence globale, le cadre global. L'Europe disait jusqu'à présent, si vous menez une négociation sociale dans ce secteur-là, si par exemple, toutes les entreprises à l'issue d'un dialogue social, les entreprises qui emploient des livreurs conviennent d'un prix minimum de la course, eh ben, elles font une entente au droit de la concurrence. Le sacro-saint droit de la concurrence s'oppose à ce que c'est des plateformes qui sont en concurrence puissent convenir, à l'issue d'un dialogue social, d'accords collectifs. Et donc, peu importe, alibi entre guillemets ou vrai frère, les plateformes nous exprimaient très clairement. Et donc, dans la mission que, encore une fois, nous avons conduite pour la ministre Elisabeth Borne, nous avons interrogé l'Europe et en particulier les autorités de la concurrence sur le thème: est-ce que vous pensez qu'il est normal, acceptable par la participation des livreurs? Et donc, on a senti, et je voudrais profiter de cette présence pour, comment dirais-je, remettre de la dynamique dans cette question, que les autorités de la concurrence nous ont clairement dit non, la situation aujourd'hui est devenue intenable, qualifier d'entente le résultat d'un accord social entre des livreurs et leurs représentants et les plateformes est évidemment, même pour les représentants du droit de la concurrence, pardonnez à quelqu'un qui s'est beaucoup bagarré sur une certaine vision de la concurrence européenne de le dire, même du point de vue des autorités de la concurrence, c'était quelque chose qui était perçu comme inacceptable aujourd'hui. Donc, un projet de directive est en cours, il est prêt. Les autorités bruxelloises ne nous ont pas caché, comptaient beaucoup sur la présidence française pour porter cette directive. Vous me demandiez en quoi il y a des travaux qui sont nécessaires. Il est indispensable de porter cette directive et de la faire aboutir dans le cadre de la présidence française, parce qu'il faut une certaine sensibilité pour porter ce sujet, parce que cette directive, que dit-elle en quoi? Elle dit qu'ils aient le statut de salarié ou qu'ils aient le statut d'indépendant, des accords collectifs signés entre les représentants de ces travailleurs et les plateformes ne peuvent pas être qualifiés d'entente. Si vous n'avez pas ça, si on raisonne toujours sous cette menace-là, on risque de ne pas pouvoir progresser rapidement sur les droits nouveaux. Donc, c'est un premier élément que je souhaitais absolument livrer. Il faut relayer ça. De la même façon, je le dis en passant, de la même façon que l'ordonnance ne comporte que la moitié du chemin. Elle permet, pour faire court, de désigner les représentants salariés, des travailleurs des plateformes, qui ne sont pas des salariés, pardonnez-moi. Elle permet de désigner ces représentants. Elle permet, deuxièmement, de créer l'autorité des relations sociales des travailleurs de plateformes d'emploi qui va accompagner la mise en place de ce nouveau dialogue social. Et j'en profite
professionnels qu'on a bien voulu me demander une suite à ces premiers travaux, puisque je suis chargé de la mission de préfiguration de cette future autorité. Et c'est pour moi un point important, parce qu'encore une fois, pour réussir ce dont on parle, il faut ces missions. Mais il manque toutes les thématiques de dialogue social, il manque toutes les thématiques de désignation des représentants des plateformes eux-mêmes. Bref, la moitié du chemin a été fait. Mais si on veut tenir le calendrier exigeant que le gouvernement a annoncé et que je soutiens totalement dans la mesure où derrière il y a des attentes de la part d'un certain nombre de travailleurs qui sont importantes, il faut évidemment un dispositif législatif très rapidement qui permettra évidemment à un dialogue de s'organiser, y compris quant aux effets d'un accord. Parce qu'évidemment, tout ça n'a d'intérêt, notamment ce qu'on appelle le dialogue au niveau des secteurs, qui permettrait pour tout livreur ou pour tout chauffeur VTC, dès lors qu'un accord est intervenu, de se voir appliquer une espèce de socle de droits et de protection de manière généralisée, qui ne serait pas laissé à la bonne volonté des plateformes de signer. Si on veut faire ça, il faut que ce complément législatif trouve une place dans un calendrier que je sais par ailleurs très serré sous votre contrôle, pour être abordé très rapidement et pour permettre le calendrier que nous avions en tête au niveau dans la concertation que nous avons faite, qui est désignation des représentants des travailleurs au premier semestre de l'année prochaine, négociation, dialogue social et premiers résultats au second semestre, ce qui, du point de vue de la situation des livreurs et des chauffeurs VTC, est déjà, croyez-moi, très loin par rapport aux attentes qu'ils ont. Donc, j'en profitais pour compléter ma réponse sur quel type de dispositif a-t-on besoin pour être opérationnel. Donc, derrière, il y a toute une série de décrets que je vous épargne, mais ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait un complément, pour tous ceux qui font ce travail, c'est qu'il y ait un complément législatif qui puisse trouver rapidement sa place. Alors, sur la question de la position des organisations syndicales traditionnelles, et je me permets de le dire, du salariat, de la fameuse question du statut de salariat. Et sans prétendre trancher ce débat ô combien sensible, je voudrais simplement vous donner à votre mission quelques repères qui doivent fonder le moment venu une réflexion qui en elle-même, en tant que telle, justifierait que l'on s'y penche. Le système de salariés en Europe, quand on le compare, n'est pas évidemment homogène, et la France se caractérise, et c'est heureux du point de vue qui est le mien, par un niveau de droit et d'obligations associées à ce statut de salarié qui est assez exigeant, et pour les deux parties, qu'il s'agisse de loyauté à l'entreprise, qu'il s'agisse de temps de travail, qu'il s'agisse… voilà, on ne va pas repasser en revue tout ce niveau de droits et d'obligations. Quand vous donnez le statut, non pas de salarié d'ailleurs, de CDI, comme on pourrait le penser, mais de worker en Grande-Bretagne, aux chauffeurs Uber, vous leur donnez certes un certain nombre de protections complémentaires qui sont utiles, mais quelque part, je vous rappelle qu'un contrat de worker peut comporter 0 heure de temps de travail. Imaginons en France, par rapport à la place que le temps de travail a dans le contrat de travail, des contrats de travail. Donc, on voit bien que la réponse apportée en termes de salariat selon les différents pays d'Europe ne peut être projetée sans conséquence sur un modèle comme le nôtre. Et j'ai beaucoup insisté dans mes échanges avec les partenaires sociaux, les organisations syndicales, qui sont de plus en plus conscientes que derrière la généralisation comme ça du statut salarié pour tous les travailleurs indépendants, il y aurait sans doute à terme, pour le moins, questionnement des équilibres, recherche de nouveaux aménagements du statut de salarié pour mieux répondre à des contraintes d'activité qui sont celles de ces travailleurs et donc, d'une certaine façon, je me permets de le dire, risque de fragilisation ou d'ubérisation du salarié. Et donc, la conviction qui est la mienne, et là je m'exprime vraiment à titre personnel, c'est que pour la situation de ces 100 000, en tout cas d'autres, plus de ceux qui peuvent venir derrière, réfléchissons bien à double alternative qui est statut de salarié, mais qui inéluctablement, de mon point de vue, conduira à des aménagements, des flexibilités, des adaptations du statut de salarié, qui peuvent être assez importantes, ou octroi de droits et de protection par la négociation collective, avec des accords évidemment qui s'imposeront à l'ensemble des parties. C'est évidemment, vous l'avez compris à la manière dont j'aborde le sujet, plutôt la seconde option, qui a l'autre avantage d'être assez rapide, d'être plus rapide, mais qui n'enlève rien au rôle de tous ceux qui, à travers des décisions de justice, à travers des actions collectives, utilisent le levier de la requalification pour faire progresser la situation des droits et des protections. Et ma grande conviction à moi, c'est que dans un système français, avec ce niveau de droits et d'obligations associés au statut de salarié, c'est heureux, ce déficit de protection dont sont victimes ces travailleurs-là, je pense avec beaucoup de conviction, vous l'avez compris, qu'il faut pousser la voie de la négociation collective, productrice d'accords collectifs, sous le contrôle de l'État, je le dis avec la même conviction, de manière à ce que si la négociation n'est pas productive, il puisse y avoir prise de responsabilité. Parce que ma conviction, c'est que l'enjeu est moins l'octroi du statut de salarié que l'octroi des droits et des protections qui correspondent à un système français. Voilà, j'ai été un petit peu long, mais je crois que c'est le cœur du message que je voulais partager avec vous. Donc, il se résume en disant un gros sujet
de contribution au financement de notre système de santé à poser, sans doute, face à l'extension éventuelle de manière atténuée des risques de concurrence déloyale, pour l'extension à d'autres domaines qui sont en gros les aides aux entreprises, les aides à la personne. Et puis par ailleurs, s'agissant de ces travailleurs-là, jouer à fond, pardonnez-moi cette expression familière, la carte de la négociation collective, surtout que les plateformes conscientes de ce qui s'y passe ont quand même beaucoup évolué entre les premiers échanges que j'avais eu il y a 5 ans et puis les derniers que j'ai eu avec les grandes plateformes. Je peux vous dire que les choses ont beaucoup évolué. Je crois qu'il y a une espèce de convergence pour faire de la France une réponse spécifique, c'est vrai, par rapport à d'autres pays européens, qui consistera à ne pas vouloir adapter ce qu'on appelle le tiers statut, parce que tous les partenaires sociaux refusent, un tiers statut pour couvrir ces situations de salariés particuliers, parce que je le dis, ce serait une brèche qui serait porteuse de beaucoup de déséquilibres, y compris dans un contexte d'ubérisation, mais en même temps de répondre à ce déficit de droit. Alors, les organisations syndicales, comment est-ce qu'elles abordent le sujet? D'abord, elles sont différentes entre elles. Certaines considèrent qu'elles ont quand même la légitimité de représenter le travail salarié. Elles ne se sentent pas directement en situation de représenter ces travailleurs-là, même si elles sont tout à fait, toutes, j'allais dire, assez solidaires, pour ne pas dire plus, de la situation de ces travailleurs. Un certain nombre d'entre elles réfléchissent à des formes d'organisation nouvelles parce qu'elles estiment que les attentes de ces travailleurs, leur relation au temps de travail, l'autonomie dont ils souhaitent conserver le bénéfice, c'est des points importants tout ça. Il ne faut pas, encore une fois, nous avons passé, pardonnez-moi, des heures de concertation avec ces représentants. Et donc, une certaine autonomie, liberté d'organisation qui n'enlève rien à la dépendance économique. Je ne le dirai plus, mais on est bien d'accord, je crois que j'étais assez clair sur ce point. Leur font penser qu'une projection pure et simple, y compris dans le mode de fonctionnement des salariés, des négociations de branche, des conventions collectives, serait tellement décalée de la réalité que ce n'est pas pertinent. Et certaines d'entre elles, justement, en vue des prochaines élections, s'appuient sur des associations dans lesquelles qui accueilleraient des travailleurs qui représentent évidemment cette activité, qui l'ont pratiquée, plutôt que de projeter de la représentation, entre guillemets, de salariés dans ces organisations-là. On peut signaler le travail important que fait par exemple une organisation comme la CGT auprès des livreurs pour croiser justement, créer des collectifs de livreurs, mais qui sont assis sur une représentation CGT en province notamment. Voilà, la CFDT aussi s'est engagée, FO hésite encore un petit peu. Mais voilà, globalement, elles sont toutes dans cette réflexion sur comment intégrer et respecter cette spécificité, ces travailleurs-là, tout en les représentant et en les accompagnant dans son chemin, j'allais dire, de représentation. Et je crois, moi, très sincèrement, que nous avons prévu que pouvaient se présenter soit des collectifs de ces travailleurs que nous avons rencontrés également, qui sont des associations qui sont nées et dédiées à cette activité-là. Certaines d'entre elles sont connues et à juste titre, parce que je voudrais dire devant vous que, même si parfois elles ont une expression très abrupte, très directe, mais qui traduit à la fois le côté très récent de ce dialogue social, mais aussi l'engagement qui est celle de ces premiers militants. Moi, j'ai un grand respect pour ces collectifs de travailleurs, même si, encore une fois, ils ont une vision du dialogue social qui ne repose pas sur une pratique de nombreuses années. On a vu des organisations syndicales, et moi, je crois beaucoup à des logiques de rapprochement entre, pas de fusion, mais de rapprochement qui permettent aux organisations traditionnelles d'appuyer ces nouveaux acteurs dans leur professionnalisation, et ce n'est pas péjoratif pour moi, dans la structuration de leur fonctionnement pour pouvoir, encore une fois, développer ce dialogue social. Donc moi, je suis au total assez confiant, même si, évidemment, aujourd'hui, le vrai sujet, c'est celui que vous avez évoqué, monsieur le rapporteur, c'est que quand on discute, on sent bien que la grande majorité des livreurs, la grande majorité des VTC, même s'ils sont évidemment tout à fait conscients d'une certaine situation inacceptable, sont loin d'être en situation de prise en compte de l'intérêt d'une organisation collective pour représenter leurs droits. Donc la participation, par exemple, à ce futur scrutin est un défi absolument redoutable qui est devant nous. C'est vrai qu'à l'autre bout du spectre, quand on parle d'indépendants, et je voulais répondre à votre question sur comment on explique la polarisation, en réalité, il y a une polarisation qui est très claire. Ce statut d'indépendant, il est soit très élevé avec des experts de très haut niveau qui quittent l'entreprise, qui peuvent parfaitement assumer un statut d'indépendant, qui sont dans une relation d'équilibre, vu la valeur de leur expertise avec les entreprises. Et je veux vous dire que le grand mouvement d'ubérisation qui n'est pas encore vu, c'est que l'entreprise, de plus en plus, va devoir faire fonctionner et renoncer à la prétention d'avoir toute la compétence dont elle a besoin à l'intérieur de ses emplois. Donc, je vois bien le phénomène, pardonnez-moi, pour moi, ce n'est pas forcément péjoratif, d'ubérisation vers le haut, en ce sens que les entreprises vont de plus en plus avoir appel à de la compétence externe de très haut niveau, très qualifiée, qui aura le statut d'indépendant, mais entre nous, qui ne pose pas de problème de représentation, de contribution, de cotisation, ou que sais-je encore.
mais qui devra pouvoir s'appuyer sur ces formes-là parce que, excusez-moi, je passe d'un sujet à l'autre, mais l'obsolescence des compétences, avant une compétence en entreprise, elle devient obsolète après 8 à 10 ans. En tout cas, c'est ce que j'ai connu quand je commençais ce métier de DRH. Aujourd'hui, l'obsolescence de compétences, par exemple dans le domaine si important de l'informatique ou du numérique, ça se joue entre 18 et 24 mois. Donc, on voit bien que la capacité pour une entreprise d'avoir, sous forme de salariés, de CDI, en permanence, tous ces niveaux de compétences à l'intérieur de l'entreprise disponible, est un pari qui est plus que difficile à imaginer. Et donc, je voulais le signaler en passant parce qu'il y a une ubérisation par le haut, à travers l'expertise de haut niveau, n'insistons pas, qui est très problématique potentiellement pour l'emploi très qualifié, je le dis aussi, vers laquelle, évidemment, des jeunes vont s'orienter à l'issue du parcours tout à fait exceptionnel et qui va être, encore une fois, un mode d'organisation du travail habituel. Et puis, il y a l'emploi peu qualifié massivement, qui a commencé, encore une fois, dans les plateformes dites de mobilité, mais qui va s'étendre progressivement. Et donc, il faut vraiment veiller à l'impact sur l'emploi parce que je crois, et ce sera par ça que je voulais terminer, je crois que de plus en plus, et là encore, c'est une réflexion personnelle, mais quand je viens de rendre 2 importantes missions pour la Fédération bancaire française sur les conséquences des nouvelles, de l'intelligence artificielle, de l'automatisation des process, etc., sur l'emploi, cette fois-ci qualifié, alors pas forcément de très haut niveau, mais sur l'emploi qualifié. Quand je projette l'évolution de métier de comptable demain, j'avais beaucoup râlé à l'époque face à des McKinsey ou d'autres cabinets anglo-saxons qui n'hésitaient pas du haut à projeter la disparition de 47% des emplois à 10 ans. Ils ont fait beaucoup de mal parce qu'ils ont fait très peur. Donc, je suis très critique sur le regard. Mais à l'inverse, aujourd'hui, avec le regard du praticien, encore une fois, et pas du théoricien, que je suis, quand je vois la rapidité avec laquelle ces plateformes d'intelligence artificielle, ces technologies dites du deep learning, pardonnez-moi, d'automatisation se développent, je dis évidemment que la question centrale, il ne faudrait pas, pour des choses autrement, que ce débat sur les plateformes de mobilité, sur l'ubérisation, ne fasse perdre de vue, c'est que le grand défi social, le grand défi d'adaptation de notre modèle, qui est quel emploi demain pour, j'allais dire, une main-d'œuvre, y compris une main-d'œuvre qualifiée, et comment j'accompagne et j'anticipe ces mouvements, parce que ma conviction, en inverse, c'est que quand les entreprises rentrent dans ces logiques d'anticipation de ces transformations, quand elles font monter en qualification et en compétences les comptables, les contrôleurs de gestion, les experts, etc., pour accompagner ce mouvement, on voit à ce moment-là qu'on repositionne des collaborateurs, on a une gestion prévisionnelle des emplois astucieuse, on s'appuie sur les départs pour éviter la casse sociale associée à des ajustements trop brutaux. Donc, je vois bien le grand défi qui est aussi derrière ce qu'on appelle parfois ubérisation, et ça, pour le coup, c'est un terme impropre, parce que là, on faut mieux parler de transformation numérique du travail, de montée en compétences, et y compris pour les emplois à valeur ajoutée, pour ne pas dire d'emploi de cadre ou d'experts de haut niveau. On voit bien qu'on a là un très grand défi qu'il ne faut pas perdre de vue parce qu'il suppose des adaptations et des investissements qui prendront du temps. Voilà, j'étais un peu brouillon, j'en suis conscient. J'ai essayé de couvrir quelques-unes des thématiques que vous avez évoquées dans un laps de temps que je sais limité. Voilà, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Oui, merci beaucoup, Monsieur Mettling. J'aimerais savoir si vous savez où en est le plan du gouvernement annoncé pour les indépendants. Il devait faire suite au rapport Foin. Finalement, les propositions avancées, notamment de couverture sociale via les entreprises de portage salarial, ne convenaient pas à une partie des travailleurs des plateformes. Est-ce que, alors bien sûr, il y a tout le travail qui est fait au niveau européen dont vous nous avez parlé, auquel vous participez, pour lequel vous êtes force de proposition, en tout cas pour notre pays. Mais qu'en est-il donc de ce plan tout de même annoncé par Alain Griset à différentes reprises, là, ces derniers mois, pour les indépendants? Est-ce que vous savez si quelque chose va réellement sortir ou est-ce que c'est la directive européenne qui prendra le dessus? Écoutez, 2 choses. D'abord, les collectifs de travailleurs nous ont exprimé leur refus, les collectifs de travailleurs nous ont exprimé leur refus de voir la protection sociale dans le champ du dialogue social. Ça a été un peu ma surprise, pour ne pas dire plus. Ils ont dit non. Dès lors qu'on a le statut d'indépendant, si on n'est pas salarié, on ne voit pas pourquoi les plateformes, avec lesquelles il y a déjà beaucoup de dépendance, on deviendrait dépendant aussi des plateformes pour le choix de notre protection sociale. Si on est indépendant, ça relève, j'allais dire, du régime des indépendants, ça relève évidemment de dispositifs. Nous ne souhaitons pas
que les plateformes déterminent pour nous, dès lors qu'on est considéré comme indépendant, le type de couverture sociale, de complémentaire santé dont on peut avoir besoin, etc. Je le dis parce que la protection sociale est sans doute, avec le revenu minimum, les temps de repos et la transparence des algorithmes, l'une des grandes thématiques sur lesquelles il faut progresser rapidement. Donc, le projet de loi Griset, appelons-le comme ça si vous voulez, en tout cas l'idée que l'on légifère sur l'amélioration de la protection sociale des indépendants, et le cas échéant, vous voyez venir, parce que moi je suis profondément convaincu sur le financement de cette protection sociale avec les nouveaux acteurs économiques, parce que je pense qu'il y a un déséquilibre là qui est en train de se créer et qui est problématique, ne nous le cachons pas, mais je ne le dirai plus. Je pense très sincèrement que ce projet de loi est absolument nécessaire, parce que c'est lui qui peut faire émerger une amélioration de la situation, qui progressivement a connu quelques évolutions, mais qui permettrait de beaucoup mieux couvrir les indépendants, et parmi les indépendants les plus fragiles d'entre eux, grâce à un dispositif amélioré. Donc là-dessus, je crois qu'il y a une vraie attente. J'ai cru comprendre que ce projet de loi était toujours en préparation, mais en tout cas, si je devais décrire le schéma qui permettra à notre pays de progresser, je le résumerai en disant c'est un schéma qui verrait, dans cette législature, aboutir un dispositif de protection sociale complémentaire des indépendants tourné notamment vers les plus fragiles d'entre eux, un dispositif qui permettrait l'organisation et la structuration des représentants des travailleurs de ces plateformes pour qu'il puisse y avoir une négociation avec accord généralisable à l'ensemble des travailleurs des plateformes dans le cadre de cette mandature. Et je crois que si on avait progressé sur ces deux éléments-là, nonobstant le débat, encore une fois, légitime, mais qui a quelques enjeux que j'ai essayé d'évoquer du salariat, on aurait fait progresser la situation de ces travailleurs-là. Voilà, ça c'est mes deux convictions. Donc, pour rejoindre votre préoccupation, Madame la Présidente, c'est très important que l'on progresse rapidement sur ce volet de la protection sociale, qui ne passe pas par la négociation sociale entre les plateformes et les travailleurs des plateformes, mais qui passe bien par des dispositifs, j'allais dire, qui permettront d'améliorer, dispositifs d'ordre législatif, qui permettront d'améliorer la protection sociale et son financement des travailleurs indépendants. Très bien, je vous remercie. Je crois que notre collègue Michel Canvet souhaite vous poser une question, donc je lui donne la parole. Merci, Madame la Présidente. Oui, dans le prolongement de ce qui vient d'être évoqué à l'instant, on nous dit que ordinairement, l'ensemble des travailleurs des plateformes préfèrent plutôt effectivement le statut d'indépendant que le statut de salariat, hormis un certain nombre d'initiatives qui ont été initiées devant les tribunaux. Est-ce que vous confirmez effectivement que c'est plutôt l'appréhension globale et conséquemment, il faut sans doute travailler effectivement, comme vous venez d'évoquer, sur la question du statut des indépendants et de voir quelles sont les améliorations globales que l'on peut apporter au statut des indépendants qui pourraient effectivement répondre dans ce cas au cadre social dans lequel pourrait évoluer l'ensemble de ces travailleurs. C'est un premier sujet. Et puis un deuxième, je voulais revenir sur la question de Pascal Savoldelli tout à l'heure sur les secteurs concernés. Vous avez un peu évoqué les métiers financiers, effectivement, parmi les secteurs susceptibles d'être concernés par ces nouvelles formes de travail en complément de ceux qui sont identifiés, qui portent sur les livreurs et les chauffeurs VTC. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous voyez de grandes tendances qui commencent à se dégager dès à présent et sur lesquelles il conviendra de se pencher assez rapidement parce que l'ampleur des personnes concernées risque de faire en sorte que ça devienne un vrai sujet aussi, comme ce fut le cas pour les deux catégories que je viens d'évoquer. Alors, sur votre première question, Monsieur le Sénateur, très clairement, mais encore une fois, j'ai le sentiment que D'ailleurs, la Cour de cassation a rendu un arrêt important en France. On n'a pas vu derrière cet arrêt important, même si, encore une fois, et c'est heureux, des cabinets ont structuré des actions collectives, des collectifs se sont organisés, on n'a pas vu derrière cet arrêt, je le dis, spontanément, des milliers de livreurs ou des milliers de VTC, parce que je pense sincèrement que beaucoup d'entre eux souhaiteraient pouvoir continuer à exercer dans le cadre d'une activité d'indépendant où ils décident ou pas d'aller travailler, où ils optent ou pas pour telle plateforme. Et voyez-vous, moi, le DRH que je suis reste profondément interpelle, et je reviens sur ce point. La Cour de cassation a considéré qu'il y avait, mise en situation de subordination dans le laps de temps où il faisait la course, c'est incontestable. Mais à l'inverse, le vieux DRH que je suis
se dire qu'un salarié, à tout moment de la journée, peut arbitrer entre vous et votre compétiteur par rapport au principe de loyauté qui lui-même a des contreparties, je dis tranquillement que si on allait dans cette voie, ce n'est pas sans contrepartie. Je quitte, ce n'était pas vraiment la réponse à votre question, mais je voulais compléter quelque chose que j'ai dit tout à l'heure parce que c'est trop facile de poser le salariat, qui est à mon avis le levier qui permet de répondre à une situation de déséquilibre inacceptable, en réponse universelle qui permettrait de couvrir. Ce n'est pas dans l'équilibre important des droits et des devoirs. Je considère que pouvoir choisir entre vous et votre concurrent à tout moment, ce n'est pas compatible avec le statut de salarié. Choisir son temps de travail, qui est une liberté importante, même si économiquement, elle est tellement prédictée dans un certain nombre de cas qu'elle est relative, mais il n'empêche que rentrer dans des horaires stricts, précis, définis, ce n'est pas tout à fait ce à quoi aspire la majorité. Donc, je crois vraiment que la réponse est de dire le salariat et le recours utilisé dans des situations pour faire progresser le niveau de protection. Je crois que si on trouve une réponse en France par rapport au risque, encore une fois, que j'évoquais au départ, c'est pour moi la voie. Alors, la voie à privilégier. Alors, d'ailleurs, même les collectifs les plus engagés qui utilisent le salariat comme levier de pression, faute d'un dialogue social organisé, ne vous disent pas, et j'ai rencontré, des cabinets d'avocats spécialisés, ne vous disent pas, nous revendiquons le statut de salarié pour tous obligatoire, parce qu'ils ont bien compris. Alors, c'est particulièrement vrai pour les VTC, mais y compris pour les livreurs. Mais à l'inverse, ils souhaitent, pour aller jusqu'au bout de ce qu'ils décrivent, que l'option puisse être offerte. C'est ce qui pose quelques questions. Je voudrais revenir sur un exemple qui est souvent cité, qui est l'exemple de Just Eat. Pardonnez-moi, c'est le nom de la plateforme. Just Eat a décidé d'opter pour le statut de salarié. On a écouté Just Eat, interrogé Just Eat, c'est extrêmement intéressant. Et ça n'enlève rien au mérite qu'il y a, puisque par définition, ce sont des disruptions qu'ils introduisent ces plateformes, et qu'ils soient disruptés sur leur mode de fonctionnement par d'autres plateformes. Après tout, c'est la règle du jeu. Mais quand on a interrogé Just Eat, il y a 2-3 points qui nous ont extrêmement intéressés. La première, c'est que Just Eat, vous le savez, c'est une plateforme qui ne vit que marginalement, j'allais dire, de l'activité de livraison. À titre principal, elle met en relation directe les restaurateurs et les clients. Donc, elle n'a pas la même sensibilité dans son modèle économique à d'autres plateformes, puisque ça représente entre 20 et 30% de son chiffre d'affaires, l'essentiel venant. Et à l'inverse, on peut très bien imaginer que quand votre chiffre d'affaires provient pour 70% de la qualité de la relation entre le restaurateur et des mises en relation directe, vous pouvez avoir un intérêt, avoir un statut qualifié, du coup attirer les meilleurs livreurs. Moi, ça me va bien, parce que ça, c'est une progression de la situation par le haut, si je puis dire, dans le cadre d'une alternative qui permettrait d'aboutir. Mais par contre, il y a 2 compléments qui sont importants. Le premier, c'est le taux d'émission de livreurs qui avaient rejoint Just Eat justement pour accéder à ce statut de salarié, présenté comme assurant un revenu minimum, mais qui, par rapport aux contraintes du statut de salarié, démissionnent assez rapidement. Et puis, le deuxième élément, c'est que Just Eat, évidemment, met en place un dispositif de sélection, parce que quand vous êtes engagé contractuellement de manière plus forte, vous êtes plus exigeant sur la qualité de la prestation, dont je souhaite qu'on le mesure bien les conséquences par rapport à l'accès, j'allais dire, de travailleurs et de ces jeunes, souvent exclus du marché du travail, à l'emploi. Donc je dis, Just Eat est heureux parce qu'il pousse le modèle vers le haut, c'est compatible avec son modèle économique, et donc je m'en félicite parce que du coup, ça peut conduire, y compris en matière d'indépendants, à améliorer la situation des livreurs pour résister à cette compétition par le haut, si je puis dire, sur le plan de vue social. Mais à l'inverse, ne prétendons pas que Just Eat, c'est une réponse universelle, applicable et généralisable à l'ensemble des plateformes. C'est pour ça que, moi je crois qu'il faut vraiment porter sur un chemin principal, la négociation collective, les accords pour faire progresser rapidement la situation dès l'année prochaine. Vous voyez, j'ai senti beaucoup d'impatience, mais à l'inverse, que soit à travers des mesures gouvernementales, soit à travers la requalification, il y a bien un dispositif qui incite évidemment ce progrès social à ces évolutions. Et puis si à l'intérieur de ça, il y a des nouveaux modèles économiques pertinents de salariés qui voient le jour, il faut bien les décortiquer, mais tant mieux. Ça ne veut pas dire que ces modèles doivent s'imposer à l'ensemble de l'économie des plateformes. Ça, c'était votre... Je crois que j'ai répondu aux 2 ou j'en ai oublié une? Oui, alors les autres secteurs, pardonnez-moi. Je ne voudrais surtout pas laisser entendre que les services financiers, pour moi, c'est plutôt la logique de la disruption numérique et des emplois. Ce n'était pas tant comme représentatif des secteurs des plateformes numériques. Sur les plateformes numériques, soyons clairs, il y a 2 grands enjeux aujourd'hui. Il y a les services à l'entreprise et les services à la personne. Sur ces 2 domaines-là, s'agissant des emplois peu qualifiés, encore une fois, c'est là qu'on voit de plus en plus de structuration d'une offre d'indépendants, alors qu'ils vont, si je vais vers la qualification, depuis des traducteurs qui vous font, qu'on peut recruter sur la plateforme en quelques minutes, jusqu'à des emplois assez qualifiés du côté de la nouvelle économie, qui peuvent être regroupés dans les services à l'entreprise. Donc, ça couvre un spectre de plus en plus large.
Et puis, sur les services à la personne, ben, on voit bien que tout ce qui est dans les emplois peu qualifiés, ou voilà, on voit bien que se mettent en place des plateformes qui vous fournissent immédiatement un cuisinier de remplacement quand vous avez votre cuistot dans un restaurant qui s'est déclaré souffrant le matin. Ben, quelques heures après, quelques minutes après, vous pouvez avoir via les plateformes numériques une offre qui se propose et tout autre service de livraison qui ne sont pas de livraison de repas, voilà, mais tous les services de livraison aux entreprises en général. Donc voilà, pour moi, c'est toutes les activités peu qualifiées, tournées vers la personne ou tournées vers l'entreprise, qui peuvent voir proposer des solutions numériques. Donc le grand défi pour moi, il y a tout ce que j'ai dit sur les conditions de développement de cette activité, je n'en reviens pas. Puis il y a aussi le défi pour le secteur traditionnel à adapter son offre. Si je prends l'exemple de l'intérim, on a reçu l'intérim qui, encore une fois, est extrêmement mobilisé avec des porte-paroles très puissants, hein, et on le comprend, et c'est aussi un enjeu direct pour eux. Voilà. Mais si je prends le secteur de l'intérim, c'est important de voir émerger dans les offres des personnes qui vont répondre à la demande d'un restaurateur qui a découvert le matin que son collaborateur était souffrant et qui a besoin non pas de formaliser dans un contrat de travail écrit, etc., mais via un outil numérique, un contrat de 2 heures, de 3 heures, d'une demi-journée, via évidemment le statut de salarié à travers les conventions d'intérim. Mais il faut que ça prenne quelques minutes, il ne faut pas dire avec un petit S, pour pouvoir répondre à son besoin. Sinon, s'ils n'adaptent pas leur mode de fonctionnement et si notamment ils ne développent pas ces outils numériques, ben, nul doute qu'entre la plateforme qui vous proposera en quelques minutes et quelques clics un travailleur qui, accessoirement, encore une fois, n'impliquera pas forcément les mêmes charges sociales, et puis l'intérim où il y aura formalisation d'un contrat préalable à l'arrivée, voilà. Je force le trait, déjà l'intérim s'est modernisé et répond, mais il faut vraiment qu'on retrouve un niveau de souplesse dans la… Et là, je ne parle pas d'adaptation du droit social, hein, je dis simplement dans le mode de fonctionnement de l'économie traditionnelle pour répondre. Mais je vois bien service à la personne, service à l'entreprise, emploi peu qualifié, là pour le coup, il y a des enjeux très importants. Très bien, merci pour ces précisions. Y a-t-il d'autres collègues qui souhaitent poser des questions? Non, en visio. Oui? Oui. D'abord, il y a un document, vous avez fait état, M. Mettling, d'un avis de l'autorité de concurrence. De la concurrence, je voulais savoir si c'était à l'échelle nationale ou européenne. Donc là, vous pouvez me répondre rapidement. Bien sûr, c'était pas un avis, enfin, il y a un travail qui est fait, un projet de directive qui existe. Et nous, on a eu un échange oral mais officiel dans le cadre de nos travaux avec la commission, la direction de la concurrence de la Commission européenne. Donc, c'était bien européen. Hein, c'était pas national, c'était européen. Alors, il y a 2 niveaux. Il y a une grande consultation qui a été organisée par ailleurs et qui couvre l'ensemble du statut des travailleurs numériques avec, je crois, une parlementaire française très impliquée hein, dans et avec qui j'ai été en contact. Mais elle relaie un petit peu au niveau européen les débats qui sont les nôtres au niveau national. Et puis, il y a par ailleurs une directive très précise qui vise, j'allais dire, la situation d'accord résultant d'une négociation pour qu'il ne soit plus qualifié d'entente. Voilà. Je dis, il y a 2 démarches au niveau européen. La première que vous évoquez prendra sans doute plus de temps, parce que c'est une grande concertation au niveau de l'ensemble de l'Europe sur le statut et sur les enjeux. Mais celle dont je parlais, qui est très urgente, c'est de, pardonnez-moi l'expression, de lever cette espèce d'épée de Damoclès qui est au-dessus de tout accord collectif dans ce secteur et qui serait considérée comme une atteinte au droit de la concurrence par n'importe quelle petite plateforme qui ferait un recours pour ne pas se voir appliquer le résultat de ces négociations collectives. D'accord. Vous avez évoqué aussi la question de nos entreprises qui seraient amenées à ubériser par l'externalisation. C'est un sujet extrêmement important. Je vous ai écouté attentivement, vous parlez par exemple de traduction linguistique, etc. Je dirais dire, pour moi, il n'y a rien de nouveau. L'entreprise, certes, avec la mondialisation, je pense qu'il y a des phénomènes nouveaux, mais il y a déjà dans les acteurs économiques, dans les entreprises, des gens qui se sont dotés, évidemment, à la périphérie, en externalisant des missions. Donc, j'avoue que j'aimerais qu'on essaye d'approfondir le sujet. Quoi. Ça veut dire quoi parce que, par exemple, est-ce que c'est pour baisser le coût du travail? Il faut se parler aussi avec la même franchise. Est-ce qu'on ne soulève pas des contradictions? Vous avez évoqué les restaurateurs. Moi, j'ai un problème avec les dark kitchens. Est-ce que les dark kitchens qu'on a vu fleurir là dans la dernière période, est-ce qu'elles amènent une réforme, une mutation, une évolution positive des métiers de la restauration? Moi, j'en suis pas convaincu. Je pense que vous n'en êtes pas non plus. Oui, mais c'est une vraie question parce que c'est des coûts de sortie de moins de 30%. Bien sûr, bien sûr.
Donc, vous voyez, là, il y a un problème de compétitivité, de concurrence quand même, et de professionnalisation aussi. Donc, c'est pour vous dire que cet aspect-là que vous avez traité, moi, je le vois un peu plus de manière dialectique, quoi, plutôt que de manière, de manière uniforme. La dernière chose, et là, je voudrais vous dire que moi, ce qui m'a frappé, donc ce n'est pas du tout une analyse, hein, c'est que la confusion qui existe entre la notion d'autonomie et d'indépendance, du point de vue des travailleurs des plateformes numériques de travail, où il y a une réelle confusion, franchement, entre indépendance et autonomie. Et c'est un sujet que j'ai traité sur le terrain, vous voyez, dans des rencontres. Question peut-être, je dis ça, mais ça, ce n'est pas une question, c'est que j'ai trouvé dans ces évolutions, dans ce bouleversement de la nature du travail et des relations dans le travail, un isolement que je n'ai jamais connu. C'est-à-dire, vous voyez, dans certains secteurs, c'est plus des hommes que des femmes, mais ça peut être des femmes aussi, puisque vous le savez, il y a le travail invisible, c'est-à-dire le travail domestique, l'aide à domicile, qui est moins visible que le livreur ou le chauffeur. Il y a un isolement, une sorte de solitude, d'invisibilité, qui, à mon avis, a des conséquences, vous voyez, sur la façon de s'organiser, de revendiquer, de discuter, de travailler, d'aimer ce qu'on fait, etc. Voilà. Mais ça, ce n'est pas une question, c'était un ressenti que je vais partager avec les membres de la mission, Madame la Présidente, et puis notre invité. Non, sur votre premier point, le fait que les entreprises aient recours à des contributions externes, vous avez raison, est très ancien. Mais je voudrais prendre un exemple très concret pour illustrer l'évolution de la situation, c'est la facilité d'accès et la profondeur de l'offre, j'allais dire, qui vient accentuer et changer les choses. Quand j'ai commencé à travailler en entreprise, dans des entreprises internationales, pour une grande entreprise, j'allais dire, il était assez courant d'avoir des équipes de traduction assez correctement organisées. Aujourd'hui, les entreprises vont avoir systématiquement, quand il y a un texte un peu pointu, j'allais dire, alors d'abord, elles sont quand même bien développées, évidemment, mais quand vous avez un texte sur lequel vous êtes un peu exigeant sur la qualité de la traduction, vous allez évidemment aller chercher sur une plateforme un traducteur. Et ce n'est pas en soi un problème, je suis assez d'accord avec vous, mais c'est la facilité d'accès de l'offre. Là où ça devient un sujet, c'est ce que j'essayais de dire, mais trop rapidement, c'est quand cette offre rejoint l'obsolescence accélérée des compétences et que du coup, l'accès à des éléments absolument clés du côté du numérique de l'organisation ne se fait plus à travers, j'allais dire, l'intégration dans l'entreprise de tels profils, mais leur rareté parfois, leur coût, la rapidité avec laquelle, encore une fois, la compétence peut évoluer, vous conduit assez naturellement à exclure du champ d'entreprise le recours à ces contributions pour vous appuyer. Et ça va assez loin, et ça c'est nouveau. Et en soi, encore une fois, ce n'est pas forcément porteur de graves déséquilibres ou d'atteintes, c'est simplement le constat que le statut de salarié, c'est une de vos réponses, n'a plus vocation à accueillir forcément le cœur de la compétence, y compris en haut, si je puis dire, par rapport à des nouvelles organisations, parce que les gens qui sont derrière, les jeunes qui sont derrière ces expertises de très haut niveau, ils peuvent trouver aussi un certain intérêt à cette diversité de situations, d'organisation, etc. Voilà. C'est simplement pour compléter un peu le panorama sur l'ubérisation de l'économie et ses manifestations, y compris sur des fonctions à très haute valeur ajoutée. C'était une expression que vous aviez employée. Donc, je crois qu'il faut en prendre acte, que quelque part, ça fait partie des éléments des enjeux, mais qu'il est important que le secteur de l'entreprise définisse, du coup, ça fait partie, à mon avis, des éléments du nouveau contrat social ou du futur contrat social, définisse le champ de ce qu'il estimait être des compétences clés, qui, pour des raisons, j'allais dire, vous voyez, on rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le statut de salarié, pour des raisons, j'allais dire, on est au cœur du savoir-faire de l'entreprise, on est au cœur de ma valeur ajoutée, de ce qui va faire la différence. Donc ça, j'internalise parce que je souhaite fidéliser et investir dans la durée sur ces compétences-là, et puis d'autres compétences. Et un DRH demain, je choque beaucoup quand je dis ça, mais c'est la conviction du vieux DRH aux cheveux blancs que je suis, un DRH demain, on lui demandera presque autant de gérer un portefeuille de compétences qui, pour certaines, seront dans l'entreprise, pour certaines seront à l'extérieur, mais qui doivent assurer la disponibilité pour l'entreprise, que de gérer, j'allais dire, un certain nombre d'emplois. Alors, je me projette peut-être à 5 ans ou à 7 ans, mais je crois que c'est pour un petit peu caractériser cette évolution, et je ne dis pas qu'elle est souhaitable, je dis que c'était quelque chose vers lequel on est susceptible d'aller. Alors, après le collectif, vous savez, j'ai eu des mots tellement, comment dirais-je, directs, que je ne peux pas les reprendre ici, mais j'étais un des premiers observateurs, experts sociaux à dire que le tout télétravail était une bêtise, c'est un terme plus direct que j'avais employé dans l'Express. Je crois profondément à la dimension collective, je crois au risque d'isolement des télétravailleurs,
Je crois à cette nouvelle façon de travailler en mode hybride. Je crois à la représentation de leurs intérêts par les organisations syndicales qui ne se combinent pas bien avec le télétravail et les éléments à distance, surtout que les conditions d'accès de ces organisations, 10 outils, ne favorisent pas les échanges. Donc, je pense que l'entreprise, mais là, on est bien au-delà du sujet de libéralisation, on est sur le sujet de la transformation numérique du travail. L'entreprise doit conduire des réflexions approfondies, et c'est ce qu'on fait dans beaucoup d'entre elles, hein, et qu'on accompagne aujourd'hui dans le cadre de la structure que j'anime. Mais l'entreprise doit impérativement réfléchir à ce qu'on appelle le travail hybride, en tout cas, c'est une nouvelle façon de travailler, qui ne peut pas passer par le tout télétravail, parce que la dimension collective, qui est source de performance et de productivité, je le dis aussi, hein, on cite souvent, voilà, la productivité, elle a une dimension collective, elle n'est pas qu'individuelle. Le jeune à qui on met le pied à l'étrier, le partage en équipe qui peut en dégager des solutions, etc. Voilà, tout ça se construit dans le collectif, et ce collectif-là vit quand même mieux le présentiel que le tout télétravail. Voilà, je ne vais pas être plus long, mais je crois beaucoup à ce que vous avez dit sur la représentation du collectif dans l'entreprise. Oui, très bien. Je crois que c'est effectivement, ce sont des points que vous venez d'évoquer qui sont importants. Et on voit bien aussi là que la crise sanitaire, les périodes de confinement ont changé les pratiques. C'est ce sur quoi nous avons travaillé sur la mission d'information avec la délégation aux entreprises. Et tout est lié, bien sûr. Merci. La volonté de nos jeunes de voir de nombreuses choses et à la fois d'être en présentiel, mais cette liberté de pouvoir être sur plusieurs fronts en même temps. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Écoutez, Monsieur Bruno Mettling, vraiment un grand merci pour votre intervention qui était très intéressante. Voilà, nous commençons de belle façon cette mission d'information et nous attendons également, nous regarderons avec intérêt la suite de vos travaux et bien sûr de ceux du gouvernement.